À mon avis, c'est pas un article vraiment sur l'hétérogénéité. Enfin, en tout cas, il m'a pas semblé. C'était plus un article sur les mutations en général. Et on va, je pense, évoquer les différents types de mutations, les différentes techniques de séquençage. L'idée de ce papier repose sur... Enfin, attendez, hop, qu'est-ce que j'ai là? Ouais. Il repose sur un concept qui est qu'en fonction du type de mutation qu'on observe de manière globale sur un génome, c'est-à-dire que là on ne travaille pas sur un gène particulier, mais on travaille sur les mutations au niveau global du génome, on arrive à avoir des signatures, et avec deux cas qui étaient déjà connus. Le cas du tabac dans les cancers du poumon, où on observe au global des transversions, c'est-à-dire une modification du G vers T, grosse majorité. Ça signe l'effet du tabac dans cette pathologie. Et puis une transition du C vers T dans le mélanome uvéal qui signe l'impact des UV dans cette pathologie. Ici, je vous ai mis aussi, juste pour mémoire, les nombres de mutations. Donc ça, c'est les nombres de mutations non synonymes single nucléotide variation issus du TGCA, du sequencing qui arrive tous les mois. On a des nouveaux. Et donc, on voit bien le mélanome et le poumon qui sont très mutés, et ensuite des tumeurs qui sont moins mutées, comme la tumeur rhabdoïde et le neuroblastome. Ça, c'est pour les tumeurs solides. La méthode de ce papier, c'est utiliser 21 cancers du sein. Donc, comme on le disait, pour faire du deep sequencing, il faut la tumeur, il faut l'ADN normal, germline, puisqu'on compare l'ADN normal avec l'ADN tumoral, et on va s'intéresser uniquement aux mutations qui sont présentes dans la tumeur. Ici, on est dans un couvrage, dans une couverture de 30 fois. Donc effectivement, on voit que c'est pas très profond, la couverture. Et on a ici certains patients avec des mutations germline de BRCA1 et BRCA2. Ils font aussi la copy number par du SNP array, et ils valident, ça on l'a dit aussi, il faut valider les mutations qui sont observées par, c'est du whole genome sequencing, il faut les valider ensuite. On peut les faire par un séquençage classique par Sanger par exemple. Ici ils l'ont fait par pyrosequencing, et ils ont validé aussi les variations structurales par des PCR ad hoc. Ce qui en résulte, c'est un catalogue de mutations somatiques. Donc on part avec 180 000 sur les 21. Il y en avait eu combien? Sur les 21 tumeurs de sein, il y a 180 000 SNV, single nucléotide variation. Et ensuite, on les filtre et on arrive à 1500 non synonymes SNV, c'est-à-dire qu'on s'intéresse que aux mutations qui touchent les exons, et ensuite on enlève aussi les mutations silencieuses, puisque vous savez, on peut avoir un changement de nucléotide sans qu'il y ait une mutation, sans qu'il y ait un changement d'acides aminés. Donc on arrive à 1500 non synonymes SNV. Ils observent aussi 2800 indel, c'est insertion ou délétion, et 21 en fait uniquement dans les régions codantes. Ils trouvent 1200 structurales variations structure. Et ils trouvent ce qu'on se connaît déjà, des mutations récurrentes de P53, GATA3, PIA3CA, des amplifications R2, MYC, MDM2. Donc ça, c'est pas très nouveau, et c'est pas l'intérêt du papier. L'intérêt du papier repose sur la mutation, en fonction du type de mutation, d'avoir une certaine signature. Bon, c'est un peu complexe, mais par exemple, vous voyez ici,
Hop. Donc les différents types de cancer du sein, BRCA2, BRCA1. Ici on a les triples négatifs, ER négatif, HER2 positif. Et là on a ER positif. Ils ont un type de mutation, d'altération qui peut, enfin en tout cas, ils définissent 5 signatures différentes. Et comment ça marche? Par exemple, vous voyez les 4 premiers ici, ils ont relativement peu de mutations par rapport aux autres. C'est des mutations, en majorité, on est vers du C vers T. Peu de mutations, ça c'est une mutation de 2 nucléotides, l'un à côté de l'autre. Et donc il définit une signature, ce qu'il appelle la signature A, ici dans ce cas-là. Bon. Dans le cas des BRCA 1 ou 2, on a un type de signature différent, c'est la signature qu'ils appellent D, où on voit déjà il y a plus de mutations au global et une majorité de C vers A. Bon. Cliniquement, je ne sais pas trop l'impact de ça, mais en tout cas, c'est intéressant de le montrer. Ensuite, le deuxième message, c'est qu'il existe des régions type hyperméthylation qui s'appellent catégis, je ne sais pas comment on prononce. C'est-à-dire qu'il y a des zones dans le génome qui sont particulièrement mutées. Là, c'est le cas d'une tumeur BRCA. Et vous voyez ici une zone hyper mutée. On doit être vers le chromosome 6, puisque là, ça commence du 1 vers le X. Donc, ils appellent ça un macrocluster ici. Et si on zoome sur cette zone-là, alors déjà, on s'aperçoit que c'est que des mutations qui sont rouges. Donc rouge, c'était un type de mutation particulier. Et si on peut ensuite zoomer sur cette partie et puis voir au niveau, on peut aller jusqu'au niveau du nucléotide pour essayer de voir les gènes en question. On a un autre type de région avec des mutations. Là, c'est plus microcluster. Donc là, vous voyez des clusters ici, ici, ici et ici. Et là, il représente en utilisant des circos. Et puis, le troisième cas de figure, on n'a pas de zone hyper méthylée. Du coup, l'hypothèse, notamment par rapport à ici, c'est l'implication d'une famille de gènes qui s'appelle ApoBec, qui est une désaminase qui pourrait être responsable de ces mutations. Et enfin, le troisième message, le troisième message, c'est l'association entre les mutations et l'expression. Alors, c'est un concept un peu nouveau, enfin c'était un peu nouveau pour moi, c'est-à-dire qu'il y a la partie qui est exprimée, donc qui est transcrite, va avoir toujours un peu plus de mutations que la partie qui n'est pas transcrite. Comment expliquer ça? C'est possible que quand il y a une transcription, l'ADN est d'une certaine manière plus sujet aux mutations. Je ne sais pas trop comment expliquer ça. Mais bon, il y a sans doute au niveau fondamental quelque chose à étudier de ce côté-là. Je n'ai pas trop de points sur ça. Très brièvement, en fait, ce qu'ils mettent en évidence, donc il y a eu deux articles, un après l'autre, dans le même numéro des mêmes équipes. Alors, pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, ils disent qu'il y a 5 processus mutationnels. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des processus mutationnels, comme tu as dit, C vers T. Donc, tu vois, donc, il y a 5 processus mutationnels, c'est-à-dire qu'il y a 5 types de mutations qui existent, d'accord, dans le cancer du sein. Et après, ce qu'il dit, c'est que ces 5 types de mutations, enfin, ces 5 types de processus mutationnels, il y a 2 messages très importants. Le premier,
c'est qu'ils peuvent être concomitants ou survenir l'un après l'autre. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux avoir une tumeur qui commence avec des mutations, tu vois là, T vers A, et puis ensuite, dans une deuxième salve, plus tard, ben, elle aura des mutations CT. Alors, qu'est-ce que ça suggère ça? Ben, ça veut dire que, si tu veux, l'évolution du génome peut être liée à des enzymes, en fait, qui créent les mutations. Et là, en fait, ils mettent le doigt sur une enzyme, mais uniquement dans la discussion. Hein. Sur une enzyme qui sont des déaminases, qui s'appelle ApoBec. Alors, ça, c'est très important parce que ça veut dire que tu as des enzymes dans la cellule cancéreuse qui, tout d'un coup, se mettent à être activées. Et quand elles sont activées, vont entraîner, en fait, un processus de mutation. Donc, tu peux très bien imaginer, tu dis, voilà, tu as ton cancer au départ, il est EGFR muté, voilà, bon, très bien. Et hop, tout d'un coup, ce ApoBec s'active et crée en fait du processus mutationnel, tu vois, qui fait que tu vas avoir des mutations additionnelles qui vont apparaître dans le cancer et qui correspondent exactement à ce qu'on disait tout à l'heure, qui est apparition d'une hétérogénéité intratumorale, parce que tu as activé, via des mécanismes qu'on ne connaît pas, hein, tu as activé en fait une enzyme qui va créer, qui est une déaminase, qui va créer en fait en elle-même des mutations. Donc ça veut dire que le détail de l'article, le but c'est pas de voir dans le détail, mais les deux messages clés, c'est il existe 5 processus mutationnels, d'accord. Ces 5 processus peuvent être en même temps dans le temps ou l'un après l'autre, et on voit bien que quand c'est un après l'autre, tu crées de l'hétérogénéité. Hein. Et le deuxième message qui est important, c'est qu'il y a des enzymes. Alors moi, jusqu'à maintenant, les mutations, je pensais que c'était vraiment des stress génotoxiques, si tu veux. Tu as les UV, tu as le tabac, tout comme ça. En fait, non. Tu as des enzymes qui se mettent à être hyper actives et qui créent de la mutation, en fait. Et en créant de la mutation, en fait, elle crée de l'instabilité, elle crée de l'hétérogénéité intratumorale, là encore sous réserve qu'il y ait un certain degré de défaut de réparation de l'ADN. Parce que sinon... Mais bon, donc ça c'est important parce que ça ouvre la porte à quelque chose, si tu veux, où de plus en plus les articles, au lieu de dire, comme on dit au départ, tiens, on s'intéresse, quelle est la mutation qui a créé le cancer, puis après les gens s'intéressaient à la mutation qui a créé la résistance chez ce patient, puis maintenant les gens s'intéressent à quoi? Ils s'intéressent au mécanisme, au processus mutationnel, c'est-à-dire en fait quel est le mécanisme qui, globalement, médit l'apparition de mutations, en fait d'hétérogénéité intratumorale. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraisemblablement, la prochaine étape importante, c'est de dire comment est-ce qu'on peut réguler l'hétérogénéité intratumorale et l'apparition de processus mutationnels. Le médicament, on sait très bien qu'il ne rentre pas de façon homogène dans toute la tumeur. Hein. Il y a des zones hypoxiques, des zones mieux vascularisées. Et qu'après, tu peux imaginer que le médicament lui-même, un anti-EGFR, la tumeur crée sa propre résistance, par exemple, en surexprimant cette enzyme dans les zones où elle est exposée au médicament. Tu vois, en soi, ça crée de l'hétérogénéité intratumorale. Mais en tout cas, le message là, c'était de dire qu'il y a, actuellement, les gens ne travaillent de moins en moins sur le truc, ah tiens, j'identifie cette mutation qui a créé la résistance à la thérapie ciblée dans ce patient-là. Ils basculent pour dire, on veut étudier quels sont les mécanismes globaux en fait, qui créent de l'hétérogénéité intratumorale. Et ça peut vraiment être, ça je pense, ça peut être vraiment intéressant. Parce que le jour où tu arrives à bloquer ça, voilà, peut-être que là, tu vas pouvoir avoir moins de mutations secondaires qui apparaissent et là, avoir vraiment un bénéfice à bloquer les kinases qui sont mutées, les drivers. Donc ça, c'est un truc qui est important, ça. OK.